Salam alaikum. Bienvenue dans cette série de vidéos relatives à la gestion des ressources humaines qui s'inscrit dans le cadre de l'économie et organisation administrative des entreprises pour les deuxièmes bacs SGC Sciences économiques. Donc c'est la deuxième vidéo de cette série. Donc pour vous rappeler que la partie GRH contient plusieurs points, à savoir les enjeux, les domaines de la GRH, puis les relations humaines dans l'entreprise, puis la GPEC, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, dans laquelle on verra deux éléments essentiels, à savoir le recrutement et la formation, puis le plan social, la gestion des carrières et finalement la politique de rémunération. Donc les deux premiers points sont déjà traités dans la première vidéo. Dans celle-là, on va se consacrer au troisième point, à savoir les relations humaines dans l'entreprise. Donc dans cette section ou bien dans cette partie de la GRH, il y a 4 points essentiels qu'on verra tout au long de cette vidéo. Donc on va les diviser en deux. Donc d'abord les facteurs traditionnels de la motivation. Par la suite, on va faire une analyse théorique de la relation entre l'homme et le travail. Qu'est-ce qu'ont dit les auteurs sur les facteurs de la motivation qui motivent le salarié dans son travail. Par la suite, on verra les styles de commandement, bien les modes de commandement. Et finalement, le quatrième point sera consacré à la communication interne dans l'entreprise. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les 3 premiers points pour laisser la communication interne, le quatrième point, dans une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc, commençons par les facteurs traditionnels de la motivation. Donc ici, on va essayer de dégager quels sont les éléments ou bien les facteurs qui motivent le salarié dans son travail. Donc pour cela, on va utiliser une mise en situation dans laquelle on va essayer de décortiquer les éléments et on va essayer de dégager et classer ces facteurs de motivation. Donc on va répondre à la question, dégager du document les sources de motivation des 3 salariés. Donc on va lire ensemble le document et on va essayer de répondre à cette question. Tahar, Jawad et Rachid sont 3 cadres travaillant dans la même entreprise. Donc, les 3 sont des salariés. Donc, le premier, Tahar est un technicien de maintenance, donc technicien de réparation, entretien, etc. Donc, il aime son travail. Donc, déjà, il a une affection envers son travail. Donc, il aime son travail, puisqu'il répare tout dysfonctionnement dans l'entreprise. Donc, il se trouve dans son travail. Donc, il a un amour envers son travail. Ils se sont motivés, ils trouvent dans son travail une source d'épanouissement et d'image positive de soi. Donc pour lui, ils se sont motivés. Pourquoi? Parce que le travail constitue pour lui une source d'épanouissement et il se trouve dans son travail. Il lui permet d'avoir une image positive de soi. Donc si on peut dire que le premier salarié, il est motivé par soi-même. Il se sent motivé dans son travail, parce qu'il aime son travail. Donc, c'est un facteur de motivation qui est personnel, relatif à soi. Alors, relatif à soi-même. Donc, le deuxième, et arrive à équilibrer entre sa vie personnelle et professionnelle. Jawad, le deuxième salarié, lui aussi est motivé dans son travail. Il est chef comptable, il occupe un poste de responsabilité, donc il a un poste qui lui permet d'obtenir une rémunération valorisante. Donc, il a un poste reconnaissant et en plus, en parallèle, il a une rémunération, un salaire valorisant, donc un salaire attractif. Avec un travail physique moindre, donc il travaille moins physiquement, donc il exerce surtout un travail intellectuel. Donc, pour le deuxième salarié qui est Jawad, il est motivé par le poste qu'il occupe et la rémunération, la bonne rémunération. Donc, qu'est-ce qui motive ce salarié? C'est un facteur professionnel relatif à sa profession, à son poste, ainsi que sa rémunération. Le troisième salarié, Rachid, quant à lui, est un ouvrier dans l'atelier de production. Donc, il travaille, bien sûr, dans l'atelier manuellement, généralement. Il travaille avec une équipe qui le motive. Donc, pour le troisième salarié, il est motivé parce qu'il travaille avec une équipe, avec d'autres salariés. Il y a une ambiance d'équipe qui le motive. Son équipe travaille dans un climat harmonique, avec une ambiance agréable et sans conflit. Donc, comme on vient de dire, l'équipe avec laquelle il travaille, ce troisième salarié, est une équipe harmonisée, homogène. Donc, il y a de l'harmonie, l'ambiance est là, pas de conflit, donc ils s'entendent très bien. Donc, le climat, il est favorable. Donc, c'est ce qui motive ce salarié. Donc, on peut dire que le troisième Rachid, il est motivé par l'équipe avec laquelle il travaille.
Donc, il a de bonnes relations avec son équipe. Donc, c'est un facteur relationnel, relatif à la relation avec les équipes. Donc, on peut résumer ceci, c'est les facteurs traditionnels en trois. Les facteurs personnels, c'est-à-dire le salarié motivé par soi-même, les facteurs professionnels relatifs à la profession qu'exerce le salarié, qu'occupe le salarié, le poste, la rémunération, etc. Et les relationnels, le facteur relationnel, c'est-à-dire les relations avec son entourage dans l'entreprise, les salariés avec ou bien l'équipe avec laquelle il travaille. Donc, en résumé, on peut résumer ces trois points, ces trois facteurs comme suit. Donc, les facteurs personnels, c'est-à-dire ici le salarié est motivé par soi-même, il se considère et il a une image positive de soi. Le facteur ou bien les facteurs professionnels, c'est-à-dire ils sont relatifs à la tâche à accomplir, le poste occupé, grâce à des responsabilités et une rémunération motivante, donc un poste qui lui met en responsabilité, il est valorisé avec un bon salaire, une bonne rémunération, donc ce sont des facteurs professionnels de motivation. Et enfin, les facteurs relationnels, donc ici le salarié est motivé par les autres personnes qui travaillent avec lui, c'est-à-dire l'équipe avec laquelle il exerce son travail et le climat qu'ils ont ensemble, le climat favorable qu'ils ont. Donc voilà en résumé les facteurs traditionnels de la motivation comme premier point de cette section. On passe à la deuxième étape, ou bien le deuxième point, c'est-à-dire l'analyse théorique de la relation entre l'homme et le travail. Ici, on va essayer de décrire l'apport des auteurs et des écoles de pensée en matière de facteurs de motivation et en matière de relation de l'homme avec son travail. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive l'homme dans son travail. Donc, on va essayer de résumer ceci dans un tableau. Donc, on a à gauche les auteurs ou bien les courants et les facteurs de motivation à droite. Donc, les premiers auteurs ou bien la première catégorie, les auteurs classiques, surtout Tyler et Fayol. Donc, pour eux, qu'est-ce qui motive le salarié ou bien quel est le facteur de motivation du salarié? C'est la rémunération au rendement. Plus le salaire, plus le rendement du salarié augmente, plus son salaire augmente. Donc, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui laisse le salarié travailler mieux et plus, c'est le salaire au rendement. Donc, il fabrique plus de pièces, il sera payé plus. Donc, qu'est-ce qui va laisser le salarié travailler plus? C'est la rémunération, bien le salaire à la pièce ou bien au rendement. Deuxième école, bien deuxième courant, c'est l'école des relations humaines, surtout Elton Mayo. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce qui motive le salarié, c'est le travail en groupe. Si le salarié est mis dans un groupe, il sera plus motivé que s'il travaille individuellement. Donc la motivation du salarié ici, c'est le travail en groupe et la dynamique du groupe, c'est-à-dire l'harmonie, l'ambiance du groupe. Donc c'est comme si on veut dire, c'est le facteur relationnel. Maslow, ou bien la théorie de Maslow, donc Maslow est connu par sa pyramide des besoins. Donc Maslow, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on veut que le salarié soit motivé, il faut satisfaire ses besoins. Donc la satisfaction des besoins, c'est le facteur de motivation. Donc comment? La réponse aux besoins primaires des salariés, c'est un facteur de motivation. Lorsque ces besoins sont satisfaits, lorsque les besoins primaires sont satisfaits, lorsque le salarié arrive à satisfaire ses besoins élémentaires, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à satisfaire d'autres besoins supérieurs. Donc les besoins supérieurs ici peuvent constituer une source de motivation. Donc il veut augmenter son salaire pour satisfaire d'autres besoins supérieurs. Donc, pour augmenter, par exemple, son salaire, il doit travailler plus. Donc, travailler plus, donc, c'est-à-dire il sera motivé plus. Voilà donc l'apport de Maslow. Herzberg, il résume les facteurs de production en 2 points, à savoir, il y a des facteurs d'hygiène, l'hygiène dans le milieu de travail, relatifs ou bien liés aux conditions de travail, dont la non-satisfaction entraîne le mécontentement du salarié. Donc, c'est-à-dire ici, si les conditions de travail, l'hygiène, ou bien les facteurs d'hygiène sont disponibles, sont là, donc les conditions de travail sont favorables, le salarié sera motivé. Sinon, il sera mécontent et démotivé. Deuxième point de l'apport de Herzberg, c'est-à-dire pour lui, les facteurs de motivation liés à la nature du travail. Donc, si le travail, la nature du travail, ou bien le travail du salarié a
comme une responsabilité ou bien un poste de responsabilité, il est reconnu ou bien reconnaissant et il a une certaine autonomie par exemple dans son travail. Donc ça, c'est un facteur qui motive le salarié. Il est relatif à la nature du travail qu'il exerce. Donc plus le travail est autonome, plus il a plus de responsabilités, plus il a un bon poste, il occupe un bon poste, plus il est motivé. Donc Herzberg lie la nature du travail à la motivation. Et enfin, le Likert, ou bien l'organisation participative de Likert, pour lui, il dit que si on veut que le salarié soit motivé, ou bien les salariés soient motivés, il faut qu'ils participent à la prise de décision. Donc, si on fait participer les salariés à la décision, ils seront impliqués, ils seront motivés de plus en plus grâce à la communication avec la direction, etc. Donc, la participation à la prise de décision, à la définition des objectifs de l'entreprise est un facteur de motivation pour les salariés selon Likert. Donc, ils se sentent impliqués dans la gestion de l'entreprise, ils prennent les décisions avec la direction, bien sûr. Et voilà donc l'apport ou bien l'analyse théorique de la relation entre l'homme et le travail selon les différents courants. Et c'est le résumé, si on veut dire, du deuxième point de cette section. Donc maintenant, on va passer au troisième point plutôt, les styles de commandement, bien les modes de commandement. Donc, c'est-à-dire quels sont les modes de gestion exercés par la direction, si on veut dire, ou bien les directeurs, les chefs, les dirigeants, etc. Donc pour cela, on va essayer d'utiliser une mise en situation dans laquelle on va la découper en 4 paragraphes, oui, en 4 paragraphes, chaque salarié, chaque dirigeant, on va essayer de voir quel est son mode de gestion. Donc ici, on va essayer de répondre à la question en bas, dégager du document les traits, c'est-à-dire les caractéristiques de chaque mode de gestion des 4 dirigeants. Donc si on lit la première ligne, donc messieurs Kamel, Redouane, Jamal et Bachir sont 4 dirigeants d'entreprise, chacun a un mode de gestion différent. Donc chaque paragraphe suivant relatif à un dirigeant. Donc on va essayer de décortiquer ou bien d'analyser chacun à part. Donc on va essayer de découper le texte en 4 paragraphes comme suit. Donc on va commencer par le premier paragraphe, le voilà. Donc Kamel, propriétaire d'un hôtel, il entretient peu de rapports avec son personnel et ne leur fait pas confiance. Donc il a certaines caractéristiques de son mode de gestion. Donc, peu de rapport avec le personnel, peu de contact et pas de confiance. Il contrôle lui-même tout ce qui se passe dans son hôtel. Donc, il contrôle, c'est-à-dire, puisqu'il ne fait plus confiance, puisqu'il ne fait pas confiance, il donne des ordres, il prend seul les décisions et menace ses salariés et les sanctionne en cas de non-respect de ses ordres. Donc, il exerce une certaine autorité, il donne des ordres, il prend seul les décisions, il sanctionne les salariés en cas de non-respect de ses ordres. Il ne laisse aucune initiative à ses salariés. Donc, il prend toutes les décisions seul. Donc, il commande seul son entreprise, bien son hôtel. Donc, on peut dégager les traits suivants si on veut les classer. Donc, pour Kamel, il a peu de rapport avec son personnel, pas de confiance, il donne des ordres, il prend les décisions seul et il sanctionne en cas de non-respect. Donc, si un mode de gestion se caractérise par les éléments suivants, on va l'appeler un style autoritaire. Donc, qu'est-ce qu'un style autoritaire? C'est un mode de gestion qui se base sur l'autorité, la menace, la sanction, le monopole des décisions, c'est-à-dire il prend seul les décisions, le dirigeant, et les ordres. Donc, un style qui se caractérise par ceci est un style autoritaire. Ça, c'est le style de Kamel. Le deuxième chef d'entreprise, ou bien le deuxième dirigeant, c'est Redouane, il est gérant d'un restaurant. Il aime que tout soit propre et les repas de qualité et bon goût. Donc bien sûr, il a un restaurant, donc il aime que tout soit bon. Il monopolise les décisions. Donc lui aussi, il prend seul les décisions et il sanctionne en cas de non-exécution des ordres. Donc il sanctionne aussi. Et au contraire du premier, il récompense ses salariés. Donc il donne des récompenses lorsque les objectifs sont atteints.
lorsque son entreprise, bien son restaurant atteint les objectifs, il leur récompense, peut-être par des primes, etc. En plus, il veille au bien-être de ses salariés. Donc, il a une caractéristique plus spéciale par rapport au premier dirigeant. Donc, les caractéristiques de gestion de Redouane, il prend seul les décisions, aussi comme le premier. Il sanctionne, bien sûr. Il donne des ordres comme le premier, mais il accorde des récompenses, à la différence du premier dirigeant, et il veille au bien-être des salariés. Donc, ce mode de gestion, il est un petit peu plus souple que le premier. Il est appelé un style paternaliste. Qu'est-ce qu'un style paternaliste? C'est un style qui se base sur les relations de proximité avec les salariés, les sanctions bien sûr, et aussi des récompenses. Donc il y a la sanction et en contrepartie la récompense. Il veille au bien-être de ses salariés, mais toujours il monopolise les décisions, c'est-à-dire il prend seul les décisions. Donc c'est un style paternaliste. Le troisième dirigeant, Jamal, il est chef d'une agence de voyage, donc il a un mode de gestion différent par rapport aux deux premiers. Il donne de l'importance à la communication avec son personnel, donc il communique bien il accorde une importance à la communication à la différence des deux premiers dirigeants, et leur donne la possibilité d'exprimer leur avis sur certaines décisions. Donc il donne aux salariés, ou bien à ses salariés, la possibilité de donner leur avis, à la différence des deux premiers dirigeants. De plus, il encourage le travail en équipe et utilise les récompenses pour les motiver. Donc, il a des caractéristiques un petit peu différentes des deux premiers. Donc, en résumé, Jamal, il donne l'importance à la communication, il donne possibilité aux salariés d'exprimer leur avis. Donc, il prend en considération les avis de ses salariés, il encourage le travail en équipe et il les récompense. Donc, le style qui se base sur ces traits, sur la consultation des salariés avant la prise de décision. Donc, c'est à la différence des deux premiers modes. Si vous vous rappelez, les deux premiers dirigeants, ils prennent seuls les décisions. Celui-là, il fait une consultation, il consulte ses salariés avant de prendre les décisions. Il favorise la communication, il favorise la récompense pour motiver ses salariés. Donc, c'est un style démocratique, on l'appelle, qui se base sur ces traits. Le quatrième et le dernier dirigeant, c'est Bachir, est un dirigeant d'entreprise de production laitière. D'accord? Il considère que chaque salarié peut apporter une valeur ajoutée à son entreprise. Donc, il donne de l'importance à ses salariés. C'est pourquoi son mode de gestion repose sur la participation des salariés à la prise de décision. Donc, les décisions, il ne les prend pas lui seul. Il fait participer ses salariés. Donc, il prend en considération la vie des salariés et ils peuvent même prendre des décisions. Son personnel se sent motivé par sa façon de gestion et ils reçoivent des primes en cas d'atteinte des objectifs. Donc celui-là, il motive les salariés par des primes. Lorsqu'on atteint les objectifs, il distribue des primes. Donc pour Bachir, il fait participer les salariés à la prise de décision. Ce n'est pas seulement une consultation comme le mode précédent. C'est pas seulement une consultation, mais c'est une participation. Le mode précédent, donc le chef consulte les salariés. Il prend leur avis, puis il prend, lui, la décision. Celui-là, non. Il fait participer les salariés à la prise de décision. Donc, la décision est prise par l'ensemble, le dirigeant et ses salariés. Ils prennent tous les décisions. Et il récompense ses salariés par des primes. Donc, le mode de gestion qui se base sur la participation des salariés dans la prise de décision et la récompense du personnel en cas de réalisation des objectifs, on l'appelle un style participatif. Voilà, donc ce sont les 4 styles de commandement qui existent. Donc on a un style autoritaire, un style paternaliste, un style participatif et l'autre style démocratique, si on veut résumer ceci comme suit. Voilà, donc il y a les 4 styles dans le tableau en résumé, et avant, il y a une définition du style, c'est-à-dire la manière avec laquelle le dirigeant commande son personnel. Donc, est-ce qu'il est autoritaire, est-ce qu'il est participatif, démocratique, etc. Donc, vous allez trouver ici un résumé des principaux traits caractéristiques de chaque style de commandement. Et voilà donc pour ce qui est des styles de commandement. Donc, pour cette section, on va s'arrêter ici pour laisser la communication, le 4e point, dans une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc voilà, merci et j'espère que vous avez bien assimilé les choses et rendez-vous dans la 3e vidéo relative à la 2e partie des relations humaines dans l'entreprise qui sera consacrée à la communication. Voilà et merci à vous.